Alphonse Daudet, Les femmes d'artistes. Prologue. Étendus, le cigare aux lèvres, sur un large divan d'atelier, deux amis, un poète et un peintre, causaient un soir après dîner. C'était l'heure des effusions, des confidences. La lampe éclairait doucement sous l'abat-jour, limitant son cercle de flammes à l'intimité de la causerie, laissant à peine distinct le luxe capricieux des vastes murailles encombrées de toiles, de panoplies, de tentures, et terminé tout en haut par un vitrage où le bleu sombre du ciel pénétrait librement. Seul un portrait de femme, légèrement penché en avant comme pour écouter, sortait à moitié de l'ombre. Jeune, les yeux intelligents, la bouche grave et bonne, avec un sourire spirituel qui semblait défendre le chevalet du mari contre les sots et les décourageurs. Une chaise basse, écartée du feu, deux petits souliers bleus traînant sur le tapis indiquaient aussi la présence d'un enfant dans la maison. Et en effet, de la chambre à côté, où la mère et le bébé venaient de disparaître, sortaient par bouffées des rires doux, des gazouillements, le joli train d'un nid qui s'endort. Tout cela répandait, dans cet intérieur artistique, un vague parfum de bonheur familial que le poète aspirait avec délice. « Décidément, mon cher, disait-il à son ami, c'est toi qui as eu raison. Il n'y a pas plusieurs façons d'être heureux. Le bonheur est là, rien que là. Il faut que tu me maries. » « Ma foi, non, par exemple. Marie-toi tout seul si tu y tiens. Moi, je ne m'en mêle pas. » « Et pourquoi ? » Parce que les artistes ne doivent pas se marier. » Voilà qui est trop fort. Tu oses dire cela ici, et la lampe ne s'éteint pas brusquement, les murailles ne croulent pas sur ta tête. Mais songe donc, malheureux, que tu viens de me donner pendant 2 heures le spectacle et l'envie de ce bonheur que tu me défends. Serais-tu par hasard comme ces mauvais riches qui doublent leur bien-être des souffrances des autres et savourent mieux le coin de leur feu en songeant qu'il pleut dehors et qu'il y a des pauvres diables sans abri ? Pense de moi ce que tu voudras. Je t'aime trop pour t'aider à faire une sottise irréparable. Voyons, qu'y a-t-il ? Tu n'es pas content ? Il me semble pourtant qu'on respire le bonheur ici, aussi largement que l'air du ciel à une fenêtre de campagne. Tu as raison, je suis heureux, complètement heureux. J'aime ma femme à plein cœur. Quand je pense à mon enfant, je ris tout seul de plaisir. Le mariage a été pour moi un port aux eaux calmes et sûres, non pas celui où on s'accroche d'un anneau à la rive au risque de s'y rouiller éternellement, mais une de ces anses bleues où l'on répare les voiles et les mâts pour des excursions nouvelles aux pays inconnus. Je n'ai jamais si bien travaillé que depuis mon mariage, et mes meilleurs tableaux datent de là. Eh bien alors, mon cher, au risque de te paraître fat, je te dirai que je regarde mon bonheur comme une sorte de miracle, quelque chose d'anormal et d'exceptionnel. Oui, plus je vois ce que c'est que le mariage, plus je suis épouvantée de la chance que j'ai eue. Je ressemble à ces ignorants du danger qui l'ont traversé sans s'en apercevoir et qui pâlissent après coup, stupéfaits de leur propre audace. Mais quels sont donc ces dangers si terribles ? Le premier, le plus grand de tous, est de perdre son talent et de l'amoindrir. Ceci compte, je crois, pour un artiste. Car remarque bien qu'en ce moment, je ne parle pas des conditions ordinaires de la vie. J'en conviens qu'en général, le mariage est une chose excellente et que la plupart des hommes ne commencent à compter que lorsque la famille les complète ou les agrandit. Souvent même, c'est une exigence de profession. Un notaire garçon ne s'imagine pas. Ça n'aurait pas l'air posé, étoffé. Mais pour nous tous, peintres, poètes, sculpteurs, musiciens, qui vivons en dehors de la vie, occupés seulement à l'étudier, à la reproduire, en nous tenant toujours un peu loin d'elle, comme on se recule d'un tableau pour mieux le voir, je dis que le mariage ne peut être qu'une exception. À cet être nerveux, exigeant, impressionnable, à cet homme-enfant qu'on appelle un artiste, il faut un type de femme spéciale, presque introuvable, et le plus sûr est de ne pas la chercher. Ah, comme il avait bien compris cela, ce grand Delacroix que tu admires tant.
Quelle belle existence que la sienne, bornée au mur de l'atelier, exclusivement vouée à l'art. Je regardais l'autre jour sa maisonnette de champs-rosets et ce petit jardin de curé, rempli de roses, où il s'est promené tout seul pendant 20 ans. Cela a le calme et l'étroitesse du célibat. Eh bien, figure-toi, Delacroix marié, père de famille, avec toutes les préoccupations des enfants à élever, de l'argent, des maladies, crois-tu que son œuvre serait la même ? Tu me cites Delacroix, je te répondrai Victor Hugo. Crois-tu que le mariage l'a gêné, celui-là, pour écrire tant de livres admirables ? Je pense en effet que le mariage ne l'a gêné pour rien du tout. Mais tous les maris n'ont pas le génie pour se faire pardonner, ni un grand soleil de gloire pour sécher les larmes qu'ils font répandre. Avec cela, que cela doit être amusant d'être la femme d'un homme de génie. Il y a des femmes de cantonniers qui sont bien plus heureuses. Singulière chose tout de même que ce plaidoyer contre le mariage, fait par un homme marié et heureux de l'être. Je te répète que je ne parle pas d'après moi. Mon opinion est faite de toutes les tristesses que j'ai vues ailleurs, de tous ces malentendus si fréquents dans les ménages d'artistes et causés justement par notre vie anormale. Regarde ce sculpteur qui, en pleine maturité d'âge et de talent, vient de s'expatrier, de planter là sa femme, ses enfants. L'opinion l'a condamné. Et certes, je ne l'excuserai pas. Et pourtant, comme je m'explique qu'il en soit arrivé là. Voilà un garçon qui adorait son art, avait le monde et les relations en horreur. La femme, bonne pourtant et intelligente, au lieu de le soustraire au milieu qui lui déplaisait, l'a condamné pendant 10 ans à toutes sortes d'obligations mondaines. C'est ainsi qu'elle lui fait faire un tas de bustes officiels, d'affreux bonhommes à calottes de velours, des femmes fagotées et sans grâce, qu'elle le dérangeait 10 fois par jour pour des visites importunes, puis tous les soirs lui préparait un habit, des gants clairs, et le traînait de salon en salon. Tu me diras qu'il aurait pu se révolter, répondre carrément « non ». Mais ne sais-tu pas que le fait même de nos existences sédentaires nous rend plus que les autres hommes dépendants du foyer ? L'air de la maison nous enveloppe, et s'il ne s'y mêle pas un grain d'idéal, nous alourdit et nous fatigue vite. D'ailleurs, l'artiste met en général tout ce qu'il a de force et d'énergie dans son œuvre, et après ses luttes solitaires et patientes se trouve sans volonté contre les minuties de la vie. Avec lui, les tyrannies féminines ont beau jeu. Nul n'est plus facilement dompté, conquis. Seulement gare, il ne faut pas qu'il sente trop le joug. Si un jour ces bandelettes invisibles dont on l'enveloppe sournoisement serrent un peu trop fort, arrivent à empêcher l'effort artistique, d'un seul coup, il les arrache toutes, et méfiant de sa propre faiblesse, se sauve comme notre sculpteur par-delà les monts. La femme de celui-là est restée saisie de ce départ. La malheureuse en est encore à se demander « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» Rien, elle ne l'avait pas compris. Car il ne suffit pas d'être bonne et intelligente pour être la vraie campagne d'un artiste. Il faut encore avoir un tact infini, une abnégation souriante, et c'est cela qu'il est miraculeux de trouver chez une femme jeune, ignorante et curieuse de la vie. On est jolie, on a épousé un homme connu, reçu partout. Dame, on aime aussi à se montrer un peu à son bras, n'est-ce pas tout naturel ? Le mari, au contraire, devenu plus sauvage depuis qu'il travaille mieux, trouvant l'heure courte, le métier difficile, se refuse aux exhibitions. Les voilà malheureux tous deux. Et que l'homme cède ou qu'il résiste, sa vie est désormais dérangée de son courant, de sa tranquillité. Ah, que j'en ai connu de ces intérieurs disparates, où la femme est tantôt bourreau, tantôt victime, plus souvent bourreau que victime, et presque toujours sans s'en douter. Tiens, l'autre soir, j'étais chez le musicien d'Argenty. Il y avait quelques personnes. On le prie de se mettre au piano. À peine a-t-il commencé une de ces jolies mazurkas à Brandebourg, qui en font l'héritier de Chopin, sa femme se met à causer, tout bas d'abord, puis un peu plus haut. De proche en proche, le feu prend aux conversations. Au bout d'un moment, j'étais le seul à écouter. Alors il a fermé le piano et m'a dit en souriant, d'un air navré, « C'est toujours comme cela ici. Ma femme n'aime pas la musique. » Connais-tu rien de plus terrible ? Épouser une femme qui n'aime pas votre art. Va,
Crois-moi, mon cher, ne te marie pas. Tu es seul, tu es libre. Garde précieusement ta solitude et ta liberté. Parbleu, tu en parles à ton aise, toi, de la solitude. Tout à l'heure, quand je serai parti, s'il te vient des idées de travail, auprès de ton feu qui s'éteint, tu les poursuivras doucement, sans sentir autour de toi cette atmosphère d'isolement, si vaste, si vide, que l'inspiration s'y disperse, s'y évapore. Et puis, passe encore d'être seul aux heures de travail, mais il y a des moments d'ennui, de découragement, où on doute de soi, de son art. C'est alors qu'on doit être heureux de trouver là, toujours prêt et fidèle, un cœur aimant où l'on peut épancher son chagrin, sans crainte de troubler une confiance, un enthousiasme inaltérable. Et l'enfant, ce sourire du bébé qui s'épanouit toujours et sans cause, n'est-il pas le meilleur rajeunissement moral qu'on puisse avoir ? Ah, j'ai souvent pensé à cela. Pour nous autres artistes, vaniteux comme tous ceux qui vivent du succès, de cette estime de surface, capricieuse et flottante qu'on appelle la vogue, pour nous autres encore, les enfants sont indispensables. Eux seuls peuvent nous consoler de vieillir. Tout ce que nous perdons, c'est l'enfant qui le gagne. Le succès qu'on n'a pas eu, on se dit, c'est lui qui l'aura. Et à mesure que les cheveux s'en vont, on a la joie de les voir repousser, frisés, dorés, pleins de vie, sur une petite tête blonde à côté de soi. Ah, poète, poète, as-tu pensé aussi à toutes les béquilles qu'il faut pour mettre à bout d'une plume ou d'un pinceau pour nourrir une couvée ? Enfin, tu auras beau dire, l'artiste est fait pour vivre en famille, et cela est si vrai que ceux d'entre nous qui ne se marient pas s'acoquinent dans des ménages de rencontre, comme ces voyageurs qui, las d'être toujours sans logis, s'installent à la fin dans une chambre d'hôtel et passent toute leur vie sous l'étiquette banale de l'enseigne. Ici on loge au mois et à la nuit. Ceux-là ont bien tort, ils acceptent tous les ennuis du mariage et n'en connaîtront jamais les joies. Tu avoues donc qu'il y en a quelques-unes. Ici le peintre, au lieu de répondre, se leva, alla chercher parmi des dessins, des esquisses, un manuscrit tout froissé, et revenant vers son compagnon. Nous pourrions, dit-il, discuter longtemps comme cela sans nous convaincre. Mais puisque malgré mes observations tu es décidé à tâter du mariage, voici un petit ouvrage que je t'engage à lire. C'est écrit, remarque bien, par un homme marié, très épris de sa femme, très heureux dans son intérieur, un curieux, qui, passant sa vie au milieu des artistes, s'est amusé à croquer quelques-uns de ces ménages dont je te parlais tout à l'heure. De la première à la dernière ligne de ce livre, tout est vrai, tellement vrai que l'auteur n'a jamais voulu l'imprimer. Lis cela et viens me trouver quand tu l'auras lu. Je crois que tu auras changé d'idée. Le poète prit le cahier et l'emporta chez lui. Mais il n'en eut pas le soin désirable car j'ai pu détacher quelques feuillets de ce petit livre et je les offre au public effrontément.